Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Je vous rappelle l'essentiel de l'actu tech en quelques minutes. Et là vraiment c'est l'essentiel parce que ce matin on a fait une grosse émission en live dont le lien est en description juste en dessous, je vous le rappelle. On va parler de chipset, on va parler de vie privée, on va parler de robots, on va parler de voitures très mignonnes, on va parler de vie privée avec des techniques pas très mignonnes, on va parler de NFT, ça va être sympa. Et on va évidemment parler aussi de gaming et de jolis appareils quand même parce que c'est important. On commence tout de suite avec des semi-conducteurs et c'est le grand jeu de stratégie à travers le monde pour savoir qui sera plus ou moins dépendant ou indépendant des géants des semi-conducteurs, c'est-à-dire notamment Taïwan et les États-Unis. L'Inde vient d'annoncer un plan à 30 milliards de dollars pour les prochaines années, et bien pour non seulement des semi-conducteurs, mais aussi des écrans, des batteries, des équipements réseau. Le but évidemment pour la superpuissance asiatique, devenir indépendante par rapport aux géants du genre. Autre forme d'indépendance ce coup-ci, c'est Apple qui cherche toujours plus la sienne, pas dans la production de produits et de pièces détachées, mais plutôt dans la conception. Je vous rappelle qu'après avoir commencé à concevoir leur propre processeur, puis leur propre GPU, puis leur propre SoC, et dans quelques temps de produire leur propre modem 5G grâce à l'acquisition de la branche dédiée d'Intel, eh bien Apple va monter aussi un nouveau département, une nouvelle usine aux États-Unis pour créer d'autres modules et d'autres capteurs qui aujourd'hui sont vendus par des fournisseurs que sont Broadcom et Skyworks, et donc des détecteurs de mouvement, des chipsets sans fil comme du Bluetooth, etc. sont aujourd'hui sous-traités par Apple. Ils vont évidemment continuer dans leur petite prise d'indépendance par rapport aux autres. On continue sur les chipsets et les SoC avec ce coup-ci une bonne nouvelle pour MediaTek. Je vous rappelle qu'ils ont annoncé le Dimensity 9000, un SoC très haut de gamme qui, s'il n'est pas encore sorti officiellement, fait déjà un peu d'ombre sur le papier au Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Et bien très bonne nouvelle pour eux puisque Oppo va utiliser ce SoC très prometteur pour leur Find X4, le prochain haut de gamme de la marque qui, je vous le rappelle, devrait aussi embarquer un chipset maison de chez Oppo, le fameux Mari Silicon X dont je vous avais parlé il y a 2 jours. Bref, un combo extrêmement prometteur. On va se consoler du côté de Qualcomm parce que je vous rappelle qu'ils ont toujours un des contrats les plus importants, c'est celui de Xiaomi. Et on a des premières images potentielles de Xiaomi 12 selon nos chers leakers de chez Zootons, le Xiaomi 12 qui ressemble à un appareil et un smartphone Android haut de gamme. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Il s'annonce avec un triple capteur 50 millions de pixels, un écran de 6,2 pouces et vous le voyez, un écran à poinçon avec un petit capteur frontal, donc ils ne sont pas dans la dernière tendance. On attend surtout de voir évidemment les performances du Find X4 par rapport au Xiaomi 12. Quittons maintenant les smartphones et allons dans les écrans avec une très bonne nouvelle. Si vous avez les moyens, je vous rappelle que dans le monde merveilleux des écrans OLED, il y a d'un côté LG qui règne sur les télés et de l'autre côté Samsung qui règne sur les smartphones et les ordinateurs portables. Entre les deux, c'est un peu le désert. LG avait tenté de sortir un moniteur 32 pouces 4K à 4000 $, il y a quelques temps, qui s'est vu annulé dans sa version Dell ou vendu de manière microscopique et intimiste du côté de LG. Eh bien, LG ne se décourage pas et très bonne nouvelle pour les gens comme moi qui rêvent de ce genre d'écran. Il y aurait un successeur à cet écran 32 pouces en version 32 et 27 pouces. 4K OLED, 1 milliseconde de temps de latence, évidemment calibré pour les graphistes, les vidéastes et les photographes. Ça sent quand même un tarif qui effectivement va rester autour de 4000 $, voire des 3000 $, mais ce sont des écrans pour les professionnels. Mais petit à petit, notre rêve à tous et à toutes d'avoir des écrans de PC OLED 27 pouces par exemple arrive. Il faudra juste que ça coûte un petit peu moins cher. Pour le prix de 2 de ces écrans OLED, vous pourriez avoir une voiture. Oui, et bien sûr la voiture qu'on adore tous, la Citroën Ami, enfin qu'on adore tous. Elle fait beaucoup débat. Moi je l'adore, mais surtout là elle ne va plus faire débat puisque Citroën vient d'annoncer une version buggy. Alors ils ont annoncé, c'est plutôt un délire qu'ils sont tapés, un petit cadeau de fin d'année pour les designers et les designeuses de la boîte, parce que cette voiture n'est pas proposée dans le commerce. Mais j'adore cette petite version baroudeuse. Le moteur reste un petit moteur anémique qui en fait plutôt un scooter à 4 roues qu'une voiture. Vous voyez, les portières ont sauté. On a mis des petites grilles de protection, des pneus plus gros, un pneu de toit, une galerie. Bref, elle est beaucoup trop mignonne. Ça sent l'épisode de Dragon Ball d'antan. On l'aime d'amour. Est-ce que vous allez aimer les prochains robots que je vais vous montrer qui sont aussi presque aussi pitchoun que cette Citroën Ami Buggy. Les premiers, je vous les montre. C'est pas une news toute nouvelle, mais ça faisait un bout de temps que je vais vous en parler. Des robots, des labos de chez Alphabet qui commencent à être utilisés dans la cantoche et dans la cafétéria de chez Google. On n'est jamais servi que par soi-même. Et vous voyez, ce sont des robots de nettoyage qui sont surtout là pour faire des études de cas et voir comment ils peuvent être performants en conditions réelles. Et donc,
Google utilise Google pour tester des robots Google. Il n'y a rien de mieux pour ces robots. Sont-ils mignons? Vous me direz dans les commentaires si vous les trouvez jolis ou pas. Je vous rappelle aussi que quand on parle de robots, on parle beaucoup de livraison et de transport de marchandises et de contenu. Uber, je vous parlais hier d'un accord signé avec Arrival pour des voitures, et bien là ils ont signé un deuxième accord avec Motional pour faire des robots de livraison automatisés et de manière autonome bien sûr. Quelle tête auront-ils? Je ne sais pas, mais hasard du calendrier, Hyundai vient de montrer ses propres petits robots de transport et vous allez voir, le programme s'appelle Mobhead et vous le voyez, ce sont 4 roues agiles et une petite planche dessus. Vous allez voir, 4 roues directrices, 4 roues motrices, avec évidemment, vous le voyez aussi, une stabilisation de ce robot qui pourra servir à peu près tout. Donc on imagine qu'on va pas tous les jours boire des pyramides de champagne, mais que se passerait-il si ce robot devenait une poussette, si ce robot devenait un transporteur de charge, si ce robot devenait un écran mobile dans des aéroports ou dans des gares? C'est le futur que propose Hyundai pour ces plateformes, ce sont littéralement des plateformes à tout faire et qui pourront s'adapter un peu à tous les usages. Et je vous rappelle que c'est dans le monde de l'industrie des entrepôts et des professionnels déjà des usages extrêmement prometteurs et que Amazon notamment regarde de très près. Je vous rappelle que Hyundai montre cette plateforme, ce prototype de plateforme robotique qui peut vous suivre, mais il y a déjà Piaggio qui avait présenté, je vous le montrais, le Jinta et le Jita Mini, qui étaient des sortes de petites mules autonomes, voilà, qui peuvent vous suivre. Elles sont loquées un peu sur votre smartphone sans fil, et vous pouvez charger dedans un peu ce que vous voulez et mettre une plus ou moins grande contenance selon l'appareil pour vous balader un petit peu. Et on pense notamment aux personnes en situation de handicap, aux personnes qui n'ont plus trop la force de porter des choses avec elles. On continue dans les petits robots mignons et peut-être utiles avec une scène assez drôle et très le futur d'hier. Avec, regardez, ces petits robots autonomes de livraison bloqués par la neige en Estonie. Et oui, ce sont des habitants qui ont vu plusieurs de ces robots qui, vous voyez, avec leurs petites roues, pas aussi agiles que le prototype du Hyundai, ne peuvent pas livrer des pizzas, des courses, de la bière, que sais-je encore. Mais c'est un peu le futur d'hier et on a vu donc beaucoup d'habitants en Estonie ont vu ces robots bloqués dans la neige, les pauvres. C'est pas demain qu'ils vont prendre le contrôle sur le monde parce que il y a encore la neige dans le monde et ça va un peu les retarder. Maintenant qu'on a quitté les robots, passons à d'autres types de futurs. On va parler de Meta et de vie privée. Je vous rappelle, Meta, c'est la maison mère de Facebook et qui essaie de montrer patte blanche et d'être gentil avec tout le monde. Meta vient de sonner l'alerte et d'expliquer que via ses réseaux, 50 000 personnes, et notamment des activistes, des journalistes, des politiques, seraient suivies par des logiciels et des sociétés d'espionnage. On avait vu le fameux scandale Pegasus, ce logiciel utilisé et produit par la société NSO Group et utilisé par des gouvernements pas très clean. Meta vient de publier un rapport sur l'espionnage de ces personnalités. Et donc, on va dire que c'est plutôt un bon point pour Meta. C'est pas toujours que ça leur arrive, on va dire. Mais parfois, ça leur arrive. On reste aussi avec Meta qui essaie d'être plus clean qu'avant. Et Meta qui va essayer de forcer sur son programme anti-scrapping. Qu'est-ce que c'est que le scrapping? Le scrapping, c'est une technique qui vous permet d'aspirer des contenus sur un site. Ça peut être une base de données, ça peut être un catalogue de produits, ça peut être des utilisateurs avec des données personnelles, ça peut être des images, et c'est un business qui est extrêmement rentable, et longtemps Facebook a été un terreau extrêmement fertile pour les compagnies de scrapping. Meta veut un peu freiner tout cela et va étendre son programme de bug bounty, donc des gens, des sortes de chasseurs, des chasseuses de primes pour trouver des programmes de scrapping sur leur réseau, et ils vont les récompenser avec un budget plus ou moins généreux. Ça commence à $500, ils ont déjà distribué 14 milliards de dollars en 2 ans. Le scrapping, on en parle ici aussi avec une petite startup de la station F qui s'est amusée à récupérer toutes les bases de données d'une école de commerce pour ensuite aller essayer de créer un financement participatif auprès des personnes qu'elle avait pistées. C'est une sorte de camoulox de la Startup Nation. Et ce n'est pas fini parce que après cette petite startup, on va dire qu'il a fait à petite échelle, parlons du roi du scrapping, la société Clearview, je vous rappelle, qui se targue d'avoir plus de 10 milliards de photos, d'images et de vidéos de personnes, de plus de 2 milliards de personnes qu'elle revend à des gouvernements et des forces de l'ordre, notamment à travers le monde. C'est une société qui se porte très bien et qui est évidemment très critiquée. Après les États-Unis et l'Australie, c'est la France à travers la CNIL qui menace maintenant Clearview et qui voudrait que Clearview retire toutes les données qui ont été pompées sur les sites, notamment en France. Je sens que c'est une plainte qui ne va pas aller très loin. Parce que Clearview, je pense qu'ils n'en sont pas leur premier scandale. Mais voilà, la CNIL, officiellement et formellement,
demande à Clearview de reculer là-dessus et d'effacer le contenu qu'ils ont scrappé, plus ou moins volé sur l'internet français. Parlons maintenant un petit peu de vie privée et après le scrapping, on va parler de pornographie. Déjà, pour vous dire très rapidement qu'il y a une enquête du Monde en 4 volets qui est sortie sur la pornographie en France avec plusieurs scandales. C'est une enquête nécessaire, passionnante, évidemment, qui vous glacera le sang. Allez la voir, c'est en 4 volets. Et j'en parle parce que on va parler de pornographie de site internet avec une décision de justice américaine, un juge fédéral qui vient de donner raison à des actrices malgré elles dans des films porno sur les plateformes Girls Do Porn et Girls Do Toys. Elles essaient de récupérer les droits d'image sur ces vidéos. Elles essaient aussi de censurer ces vidéos, ces photos. Vous savez que beaucoup de ces personnes en situation de naïveté ou de vulnérabilité ont signé ou pas des fois des contrats, ont fait des choses qu'elles n'avaient pas prévu de faire et ont essayé ensuite de récupérer, de réparer tout cela. Évidemment, les plateformes qui éditaient ces contenus porno étaient contre et un juge vient de donner raison aux actrices, ou plutôt on pourrait dire aux victimes, et elles vont pouvoir reprendre un peu la main sur cela. Ça pourrait être une jurisprudence très importante dans l'industrie du porno, évidemment les travailleurs et les travailleuses du sexe. On reste encore une fois maintenant dans notre vie et dans la vie privée. On va quitter le monde de la pornographie pour revenir dans le monde du travail, plus simplement. Et le monde du télétravail, même si la pornographie et le télétravail, ça marche plutôt bien depuis la pandémie. Et ce coup-ci, on va jouer au jeu du chat et de la souris. Maintenant que beaucoup de gens font du télétravail chez eux, beaucoup de managers et de patrons d'entreprise se disent mais comment je fais pour surveiller s'ils sont vraiment productifs ? Ils ont de plus en plus de systèmes de surveillance qui sont pas très légaux d'ailleurs, mais on a vu aussi un boom de petits appareils et de logiciels de gestion de mouvements de souris pour faire croire que vous êtes actif sur votre tableau Excel, dans votre conférence Zoom ou autre, et que si votre ordinateur de boulot est logué avec des mouchards pour savoir si vous travaillez, vous pouvez lui adjoindre des logiciels ou littéralement des clés USB et des petits appareils pour faire croire que vous travaillez. Toujours un grand jeu entre le micromanagement et le patron qui est un peu trop pernicieux et le travailleur qui emploie beaucoup d'efforts à ne pas en faire beaucoup. C'est toujours très drôle, les comportements sont les mêmes, les terrains et les technologies bougent. On termine enfin avec une bienveillance totale sur des NFT du métaverse. Évidemment, les 2 buzzwords de cette année. On commence par Bill Gates qui affirme que dans 2 à 3 ans, les réunions se dérouleront dans le métaverse. Je vous rappelle que Bill Gates, même s'il n'est plus vraiment lié à Microsoft, soutient un peu Microsoft, puisque avec Meta, ce sont parmi les 2 GAFAM à être persuadés que le métaverse va d'abord se déployer en entreprise et pour les professionnels avant de venir dans nos vies privées. Pour lui, les technologies ne sont pas encore prêtes, mais les pratiques le sont bientôt. Et bientôt, quand on aura des avatars et qu'on pourra parler avec nos mains, montrer des objets en 3D avec des gens plaqués sur la réalité physique de votre canapé, ça va faire décoller tout cela. Vu qu'on parle de Bill Gates et de métaverse, je vous rappelle que Bill Gates aujourd'hui fait la une des journaux, pas que pour ses vues sur le futur, mais peut-être pour ses casseroles du passé. Parlons d'un moment d'histoire, peut-être la première agression sexuelle dans le métaverse, et c'est arrivé dans Horizon, je vous rappelle, qui est le premier métaverse de Meta, et qui a été ouvert au bêta-test, et une femme qui a été bêta-testeuse dessus est arrivée, et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a rencontré un bêta-testeur qui lui a ploté les fesses virtuellement. Et oui, c'est magnifique. Les technologies changent, les comportements, pas vraiment. L'autre point un peu noir, au-delà du fait que les premières choses que les gens font dans le métaverse, c'est pour certains d'être des forceurs, c'est que la réponse de Meta là-dessus, elle a fait un peu de victime shaming, puisqu'elle a dit à la personne qu'elle aurait dû, en allant dans le métaverse, activer la Safe Zone, qui est une sorte de bulle software qui empêche toute interaction avec les gens et qui vous protège des gens. Donc voilà, très beau message de la part de Meta qui dit aux femmes dans le métaverse que si elles ne veulent pas se faire agresser, elles ont qu'à se couper du monde. Merci beaucoup. Encore une fois, les mondes changent, les technologies changent, mais les comportements, pas trop. On termine avec les NFT qui font tellement jaser, qui font tellement hurler. Adidas et Nike se lancent toujours plus dedans. Adidas lance aujourd'hui un drop d'une gamme de vêtements accessibles que par NFT et qui auront également leurs équivalents en virtuel. Est-ce que ça vous intéresse ? Je ne sais pas. Il faudra payer quasiment 700$ pour avoir accès à ce drop, évidemment en édition limitée de NFT chez Adidas, qui, je vous le rappelle, a teasé depuis plusieurs jours son investissement dans les NFT, dans le métavers. Est-ce que c'est utile ou intéressant ou pas ? Je vous laisse seul juge. Nike aussi, qui, je vous rappelle, avait déjà lancé un programme de CryptoKicks pour les NFT, pour certifier certaines de leurs baskets, et qui avait aussi lancé une île virtuelle dans Roblox pour commencer à penser les métavers. Nike vient d'acquérir la marque Artifact, RTFKT, pour plusieurs millions de dollars. Qu'est-ce que c'est qu'Artifact ? C'est une des marques émergentes de mode virtuel. Ils vous
souvent des baskets, des visages et des tenues qui n'existent pas dans la vraie vie. Évidemment, vous pourrez vous poser la question d'avoir des baskets que vous ne portez pas vraiment, mais également des baskets qui ne sont pas possibles dans la vraie vie. Est-ce que c'est utile ou pas? Je vous laisse en débattre dans les commentaires de cette vidéo, mais ça intéresse assez Nike pour avoir dépensé des millions de dollars. Je vous rappelle que SoftBank aussi est en train d'investir lourdement dans ces marques 100% numériques. On termine sur les NFT et les jeux vidéo avec beaucoup de polémiques ces derniers jours. On commence avec Legacy, qui est le premier jeu de Peter Molineux avec de la NFT. Alors voilà, je pense qu'on est dans le camoulox. Parce que je vous rappelle que Peter Molyneux, qui s'était un peu retiré du jeu vidéo après beaucoup de scandales sur ses dernières productions, revient par la petite porte et va s'associer avec la blockchain Gala Games, et bien pour un jeu qui s'appelle Legacy, qui va pouvoir permettre à des gens de devenir des entrepreneurs du jeu vidéo, et notamment d'acheter des terres et d'essayer de faire de l'argent sur le dos des autres. C'est la fameuse tendance émergente du Play to Earn, dont on a beaucoup parlé avec Axie Infinity. Le jeu n'est pas sorti, évidemment. Les promesses sont déjà là, évidemment. Je vous rappelle que c'est Peter Molineux. Mais il y aura déjà plus de 54 millions de dollars qui ont été investis dans des terres par des joueurs et des joueuses. Enfin, on va plutôt parler aujourd'hui de spéculateurs, de spéculatrices. On continue et on termine avec la NFT. Ubisoft, qui, je vous rappelle, avait annoncé les premières NFT dans le jeu Ghost Recon Breakpoint. Levée de bouclier, mais également, d'après Numérama, une levée de bouclier en interne, puisque beaucoup de développeurs et de développeuses n'ont pas compris l'utilité de ces NFT, enfin l'utilité de cette technologie pour des objets in-game, globalement, hein, voilà, et qu'il aurait appris un peu au dernier moment, et donc ça fait beaucoup de débats en interne. Dernier débat dans le gaming, ce sont les développeurs de Stalker, GSC Game, eh bien, qui avaient voulu lancer, attention, on termine encore dans du camoulox, des MetaHumans via NFT in-game dans leur jeu, c'est-à-dire que si vous payez, vous pouviez avoir votre personnage de jeu certifié qui devient un PNJ dans les parties des autres, si j'ai bien tout compris. Ce que j'ai surtout compris clairement, c'est que la communauté n'était pas d'accord du tout, et qu'après un énorme shitstorm, GSC vient d'annoncer qu'ils annulaient tous leurs programmes autour de possibles MetaHumans en NFT. Encore une fois, ce programme de Stalkers 2, tout comme le programme de Ghost Recon Breakpoint, sont des initiatives qui n'ont pas besoin de la technologie NFT. On termine enfin pour vous apaiser un petit peu, parce que je sens que ce sujet trigger beaucoup de gens ces derniers jours. Juste des bons plans. Voilà. C'est Epic Games, comme tous les ans, vous savez, ils prennent de la Fortnite Money et puis vous la jettent sur vous. Pourquoi pas? Un jeu gratuit chaque jour jusqu'à la fin de l'année. Et c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce premier jeu, c'est Shenmue 3. Désolé. Mais bon, c'est gratuit. On va pas se priver pour ce petit calendrier de l'Avent. C'est la fin de cet épisode de la quotidienne condensée des numériques. On se retrouve lundi à 11h pour la dernière émission de l'année, une émission de bilan que je vous condenserai évidemment lundi soir. Et je vous rappelle que mardi, pour la toute dernière émission, on parlera de décès, donc il n'y aura pas de condensé à ce moment-là. Passez un très bon week-end et à lundi. Ciao.